Le président de la République, Paul Kagame, accompagné par l'ancien président américain Bill Clinton, ont participé à Kigali à la cérémonie de lancement officiel du programme de lutte contre la malnutrition. Ce programme est le fruit du partenariat entre le gouvernement rwandais, l'initiative de Bill Clinton baptisée Clinton Health Access Initiative, ainsi que le programme alimentaire mondial. Bill Clinton a fait savoir que le Rwanda a pu réduire le taux de mortalité infanto-maternelle dans une courte période, ce qui donne espoir que ce nouveau programme connaîtra aussi un succès. Il a expliqué que la malnutrition est à l'origine de la mort des enfants avant l'âge de 5 ans. Cette initiative aidera aussi à renforcer les capacités du personnel médical et mettra un accent particulier sur la sensibilisation à l'allaitement maternel de 6 mois, a précisé Bill Clinton. Pour le président rwandais Paul Kagame, ce programme vient à point nommé car la malnutrition est inacceptable au Rwanda et ailleurs dans le monde. Il a rassuré que le Rwanda fera tout son possible pour que la matière première nécessaire pour l'usine de production des aliments des enfants soit disponible en grande quantité et en bonne qualité. Le ministre de l'Agriculture, Dr Agnès Kalibata, a annoncé que l'usine de production des produits alimentaires des enfants sera installée dans la province de l'Est et il a appelé les agriculteurs à beaucoup travailler pour approvisionner ce marché. En effet, la représentante du PAM dans la région d'Afrique centrale et de l'Est, Valérie Guarnieri, a promis que tous les produits qui seront utilisés par cette usine agroalimentaire seront achetés au Rwanda. Signalons en fait de compte que cette initiative vient s'ajouter à d'autres programmes du gouvernement rwandais, tels que celui d'une vache par famille, des jardins potagers et de la distribution du lait aux enfants pendant qu'ils sont à l'école, pour ne citer que cela. Le président de la République, Paul Kagame, accompagné par l'ancien président américain Bill Clinton, ont participé à Kigali à la cérémonie de lancement officiel du programme de lutte contre la malnutrition. Ce programme est le fruit du partenariat entre le gouvernement rwandais, l'initiative de Bill Clinton baptisée Clinton Health Access Initiative, ainsi que le programme alimentaire mondial. Bill Clinton a fait savoir que le Rwanda a pu réduire le taux de mortalité infanto-maternelle dans une courte période, ce qui donne espoir que ce nouveau programme connaîtra aussi un succès. Il a expliqué que la malnutrition est à l'origine de la mort des enfants avant l'âge de 5 ans. Cette initiative aidera aussi à renforcer les capacités du personnel médical et mettra un accent particulier sur la sensibilisation à l'allaitement maternel de 6 mois, a précisé Bill Clinton. Pour le président rwandais Paul Kagame, ce programme vient à point nommé car la malnutrition est inacceptable au Rwanda et ailleurs dans le monde. Il a rassuré que le Rwanda fera tout son possible pour que la matière première nécessaire pour l'usine de production des aliments des enfants soit disponible en grande quantité et en bonne qualité. Le ministre de l'Agriculture, Dr Agnès Kalibata, a annoncé que l'usine de production des produits alimentaires des enfants sera installée dans la province de l'Est et il a appelé les agriculteurs à beaucoup travailler pour approvisionner ce marché. En effet, la représentante du PAM dans la région d'Afrique centrale et de l'Est, Valérie Guarnieri, a promis que tous les produits qui seront utilisés par cette usine agroalimentaire seront achetés au Rwanda. Signalons en fait de compte que cette initiative vient s'ajouter à d'autres programmes du gouvernement rwandais, tels que celui d'une vache par famille, des jardins potagers et de la distribution du lait aux enfants pendant qu'ils sont à l'école, pour ne citer que cela. Gracien Akolema, la télévision rwandaise. L'Organisation de coopération allemande GIZ appuie différents projets de développement au Rwanda depuis plusieurs années. Le Premier ministre, Dr Pierre Damien Habumuremyi et Mme Ulrike Maena sont revenus sur cette coopération qui concerne notamment les projets d'électrification des milieux ruraux au moyen de l'énergie solaire. Le chargé de planification à l'organisation GIZ, Benjamin Atiga, a fait savoir que cette organisation élargit cette campagne en construisant des petites centrales hydroélectriques pour la population habitant tout près des rivières. Ce programme que nous allons lancer va se consacrer à l'électrification des régions différentes. Au départ, nous visons des projets. Le premier concerne l'utilisation de l'énergie solaire dans les milieux ruraux qui ne sont pas connectés au réseau de WASA. Dans la suite, de petites centrales seront érigées pour les populations avoisinant les rivières.
Emma Françoise Isumbingabo, secrétaire d'État chargée de l'énergie au ministère des Infrastructures, a rassuré que tout est en place pour que ces projets soient lancés. Outre ces projets relatifs à l'énergie, GIZ compte appuyer le secteur éducatif dans le pays, en particulier l'enseignement technique, où les enseignants bénéficieront également des formations. Ces deux jeunes gens, Mugabonake Jean de Dieu et Naturtimana Jean de Dieu, sont détenus à la station de police de Kitchukiro pour leur rôle dans l'explosion de 2 grenades qui ont emporté la vie de 3 personnes et 33 autres ont été blessés. Jean de Dieu Naturtimana, âgé de 23 ans, connu sous le surnom de Rafiki, est originaire du district de Rusizi. Son co-accusé, Jean de Dieu Mugabonake, 21 ans, est originaire du district de Bugesera. Le porte-parole de la police nationale, l'assistant commissioner of police Théo Svadeye, a tenu à faire savoir qu'il s'agit de 2 grenades qui ont été lancées tout près de l'abattoir de Nyabugogo et pourtant le message qui leur a été donné était de les faire exploser dans la gare routière de Nyabugogo. Tel qu'annoncé par ces présumés coupables, ils ont eu peur de les faire exploser à l'endroit qui leur a été recommandé, qui est la gare routière. Ils ont opté pour se cacher derrière les maisons se trouvant aux alentours de l'abattoir de Nyabugogo. Ces grenades ont explosé dans la nuit du 26 juillet dernier. Le porte-parole de la police nationale a déclaré que ces 2 hommes ont été arrêtés après des enquêtes menées après l'explosion de ces grenades. Pour Théo Svadeye, il s'agit du FDLR qui est l'auteur de ces actes. Depuis que le colonel Bizimana, surnommé Matovu, a donné la mission à ces 2 jeunes gens au mois de janvier de venir au Rwanda en tant que civils et qui ont été rapatriés par le HCR, il leur a envoyé des grenades qui ont été transportées par le caporal Emmanuel Mugwenderi. C'était au mois de mars. Il est évident que ce caporal était en mission du FDLR. Ce que nous devons connaître en tant que Rwandais, c'est de découvrir ces actes des malfaiteurs, les dénoncer et unir nos forces pour prévenir de tels actes. Naturellement, un agent de Dieu a été arrêté à Gisenyi lorsqu'il tentait de retourner au Congo, tandis que Mugabonake a été appréhendé lorsqu'il était à Bugesera. Ils sont poursuivis pour plusieurs crimes, dont le terrorisme, la trahison et l'assassinat. Une fois reconnus coupables, ils sont passibles d'un emprisonnement à perpétuité. Naturellement, un agent de Dieu qui vivait en RDC est rentré au Rwanda au cours des derniers mois. Il avoue sa culpabilité, tandis que Jean de Dieu Mugabonake nie son implication dans ces actes. Isabelle Mukanyirigira, télévision rwandaise. Cet accord de financement de 41,5 millions de dollars américains est composé d'un prêt de 23,4 millions de dollars américains et d'un don de 17,9 millions de dollars américains. Le projet d'une plus grande accessibilité à l'énergie, SIEP, sigle en anglais, va appuyer la seconde phase du programme rwandais d'accès à l'électricité, EARP. Il permettra l'accès à l'électricité aux ménages ruraux, aux institutions publiques et d'assurer aussi une distribution durable en électricité. De plus, ce projet va appuyer le renforcement des capacités institutionnelles et humaines pour les acteurs du secteur de l'électricité du Rwanda à travers une assistance technique. Le ministre des Finances et de la Planification économique, l'ambassadeur Claver Gatete, s'est félicité de l'appui continu de la Banque africaine de développement aux initiatives du développement du Rwanda. L'accès de l'électricité dans le monde rural est crucial et entre dans la droite ligne de notre stratégie de développement à moyen terme, a encore souligné le ministre Gatete. Doublage. Birakora ibintu bitatu. Icya mbere ni ukugira ngo bafashe iriya substation. C'est un projet qui nous aidera dans notre stratégie de développement économique et de réduction de la pauvreté IDPRS2. C'est un projet qui appuiera premièrement l'extension des stations de Gifurugwe et Rulindo en vue d'une plus grande production en électricité. Deuxièmement, il permettra une bonne distribution par une meilleure connexion au réseau électrique,
Ainsi, plus de 25 000 ménages, 179 écoles, 29 centres de santé, 25 bureaux administratifs des secteurs auront accès à l'électricité. Ce projet nous permettra ainsi d'accroître l'électricité dans le monde rural. Le représentant de la Banque africaine de développement au Rwanda, M. Negatou Makonan, a indiqué de son côté que le projet pour une plus grande accessibilité de l'énergie, SIEP, sera un catalyseur pour les activités économiques dans la région avec les petites et moyennes entreprises et opérateurs économiques et industriels qui bénéficieront de cette adéquate distribution d'électricité. Il a poursuivi en disant que la Banque africaine de développement ne ménagera aucun effort pour appuyer le Rwanda car il utilise à bon escient l'aide qui lui est accordée. Notons que ce projet sera mis en application dans une période de 2 ans. Gilbert Biage pour la télévision rwandaise. Pour la communauté Diarra vivant en France de se retrouver à l'occasion de la commémoration de Laylatul Qadr, communément appelée la nuit du destin. Et réunis autour du Saint-Coran, ces fils et filles, soucieux de l'avenir de leur pays, implorent la grâce d'Allah afin qu'il répande sa miséricorde sur la Guinée. Nous allons prier, nous continuons à prier, nous les Diakanké, pour construire un état de droit. Chaque citoyen a une responsabilité. Cette responsabilité n'encombre pas seulement le pouvoir en place, mais tout le monde est concerné pour la paix, pour préserver l'acquis que Dieu nous a donné. Laylatul Qadr est une nuit au cours de laquelle le Saint-Coran a été révélé au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. À Conakry, ces fidèles musulmans étaient également au rendez-vous au domicile privé de Elas Gueriba Diaby, ambassadeur de la paix. Ensemble, ils ont... Le don est composé d'une tonne de riz et du sucre pour les personnes vulnérables autour de la mosquée Faisal. En cette fin du mois saint de Ramadan, la femme de l'année 2012 a décidé de mettre son prix au service de la paix, mais aussi de l'aide envers les personnes en situation difficile, notamment les handicapés. Ce don de vivre arrive à un moment où ces personnes préparent aussi la fête de Ramadan. Je suis très content, très ravi d'avoir nous donné le don ce matin. Ce mois de carême, celle qui nous a donné le don là, je suis très content d'elle. La directrice générale de l'ANAïM a également offert des enveloppes symboliques au collège des imams et à l'administration de la grande mosquée de Conakry. Un élan de générosité envers les démunis et les religieux qui a mobilisé les femmes lauréates de l'année écoulée. Nous avons eu le privilège vraiment d'être récompensés dans différents domaines. Le secteur économique de l'administration, secteur rural, politique, en matière de politique, etc. Et nous mettons vraiment cette occasion à profit pour assister les couches vulnérables. Ce n'est qu'un début. Dans notre pays, comme dans tous les pays d'ailleurs, il y a des déshérités. Donc il faut penser aux déshérités. Ensuite, il y a des femmes. D'ailleurs, c'est les femmes. C'est la distinction des femmes. Donc nous devons chercher aussi à mener des actions pour les femmes, les jeunes. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons pensé à ce mois béni de venir partager cet honneur, cette joie avec nos sœurs, nos frères qui sont là déshérités, pour leur dire qu'ils ne sont pas seuls, nous pensons à eux. Dans les prochains jours, le Collège des femmes primées pour leur combat dans tous les secteurs d'activité entend multiplier des gestes de charité pour la promotion de la paix en Guinée. Des sacs de riz, du sucre et des bidons d'huile. C'est une assistance de Wakfobi de Guinée en faveur des pensionnaires de la Cité de Solidarité et les orphelinats de Dimakane et de Kridia. Cela est devenu maintenant une tradition pour nous. Chaque année, pendant ces mois bénis, nous voulons partager avec les résidents des cités de solidarité et d'autres démunis dans la société la rupture, le moins de rompre leur gêne dans les meilleures conditions possibles. Un geste salué par la directrice de l'éducation préscolaire et de la protection de l'enfance et les bénéficiaires. Ces derniers ont invité d'autres bonnes volontés à emboîter le pas à cette institution caritative. Nous remercions le WACFBID pour cette donation et nous encourageons l'orphelinat à développer ses actions
et vraiment à tisser un réseau de partenariats fort aux côtés de l'État pour pouvoir aider à éduquer et à élever ces pupilles de la nation. Ce travail que nous faisons est très difficile et de très longue haleine. Sans le soutien moral, matériel et financier du gouvernement, des institutions, des ONG, des grandes entreprises de la place et des personnes de bonne volonté, nous ne pourrons jamais atteindre notre objectif qui est d'assurer pour ces enfants une bonne éducation. Le Waqf Bid Guinée est une institution islamique à vocation humanitaire œuvrant dans le secteur de l'éducation. Est un scandale géologique par excellence, a-t-on coutume de dire. Cependant, le constat démontre que ce secteur ne contribue pas à l'amélioration des conditions de vie des populations guinéennes. Pour résoudre cette équation et vulgariser les activités de ce domaine, le projet d'appui à la gouvernance dans le secteur minier voit le jour. À un coût de 20 millions de dollars qui est financé par la Banque mondiale à partir d'un don, et le gouvernement apporte comme contribution 250 000 dollars. La durée d'exécution est de 5 ans. L'objectif principal, c'est de contribuer au renforcement des capacités des institutions, des différents départements clés qui sont impliqués dans la gestion des mines en République de Guinée. Les membres du comité de pilotage du dit projet se sont réunis autour d'une table pour examiner et adopter un programme de travail assorti d'un budget avant fin 2013. Il est focalisé sur l'élaboration des guides en vue d'une adhésion parfaite de tous les acteurs miniers guinéens. C'est une intervention qui vise les investissements, qui vise le fonctionnement, qui vise l'acquisition de certains équipements, etc. C'est la formation aussi pour pouvoir répondre justement aux besoins du secteur minier complètement rénové dans les années à venir. Première activité à réaliser, l'appui financier et technique à la Sogipami, Société guinéenne du patrimoine minier. Cela à travers des voyages d'études et le recrutement d'un consultant pour redéfinir le rôle de la dite société. A été choisi lors du dernier sommet extraordinaire à Maputo pour assumer la présidence en exercice de la communauté pour le développement de l'Afrique australe. Voilà qui justifie la tenue depuis ce samedi 17 août du 33e sommet ordinaire des chefs d'État et des gouvernements de la SADC à Lilongwe, la capitale malawite. Kamuzu International Aéroport a connu une ambiance toute particulière avec l'arrivée des chefs d'État et des représentants de 15 pays membres de la communauté. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, est arrivé à Lilongwe ce samedi tôt dans la matinée. Il a été salué à sa descente d'avion par le vice-président de la République du Malawi, l'honorable Kumbo Kachal, peu avant les honneurs militaires et le passage des troupes en revue. C'est à Bungu International Conference Center que se sont déroulés les travaux du 33e sommet des chefs d'État et des gouvernements de la communauté pour le développement de l'Afrique australe. Au total, chefs d'État respectivement du Malawi, pays hôte, de l'Afrique du Sud, de la RDC, de la Tanzanie, du Mozambique, du Zimbabwe ainsi que des représentants des autres pays membres de la SADC ont pris part aux assises. Le clou de la cérémonie d'ouverture a été la passation de pouvoir entre les chefs d'État du Mozambique et du Malawi. Le président Armando Guebuza cède le trône à Madame Joyce Banda, président du Malawi et président en exercice de la SADC. Accueilli le samedi 17 août 2013 à l'aéroport international d'Ndjili par le vice-ministre des Affaires étrangères, Maître Célestin Toundéaka Sindi, avec à ses côtés l'ambassadeur nord-coréen en RDC, Ring Myung-chol, le ministre des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée, Park Oh-chun, a effectué le déplacement de Kinshasa.
Le chef de la diplomatie nord-coréenne aura des entretiens avec les autorités de la RDC dans le cadre du renforcement des liens de coopération dans plusieurs secteurs entre les deux partenaires, la RDC et la RPDC, pour l'intérêt des deux peuples. Les relations diplomatiques entre Kinshasa et Pyongyang remontent en novembre 1972 lors de la reconnaissance des deux Corées par la RDC. À l'étape de Malemba-Nkulu, dans le nord Katanga, le président de l'Assemblée provinciale du Katanga, Antoine Gabriel Kyungwa Kumwanza, a persuadé ses compatriotes à ne pas suivre la voie des Bakata Katanga. L'envoyé spécial du chef de l'État a invité la population à cultiver la paix pour le développement de leur contrée. Message relayé par un seigneur de guerre, Maïmaï, Mvwende Mukelenge, qui s'est rendu aux autorités locales, estimant que sa lutte d'antan n'avait plus raison d'être aujourd'hui. Après Malemba-Nkulu, c'est le tour du territoire de Kabongo de recevoir la délégation de l'honorable Antoine Gabriel Kyungwa Kumwanza, venu en messager de paix, non aux tueries, pillages et autres actes contraires aux lois du pays. Les jeunes qui se sont enrôlés dans les groupes armés négatifs ont été invités à y renoncer pour accompagner le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, dans son programme résumé par la révolution de la modernité. C'est par la ville de Kamina que le président de l'Assemblée provinciale du Katanga, Antoine Gabriel Kyungwa Kumwanza, a bouclé son périple dans le nord Katanga. Accueil délirant de la population, pour Antoine Gabriel Kyungwa Kumwanza, le message de la paix a été capté 5 sur 5. Partout, nous avons transmis le message du chef de l'État, le message de la paix et surtout aussi le message du développement. D'autres territoires et districts du Katanga attendent de pied ferme l'arrivée de la caravane de la paix. Le gouvernement central fait de la maîtrise des structures de prix de biens de consommation de masse et de première nécessité son cheval de bataille. Cette noble vision sociale a permis au ministre de l'économie et commerce, Jean-Paul Nemoya Tobaguebole, de présenter aux opérateurs économiques regroupés au sein des associations patronales que sont la FEC, la COPEMECO, la FENAPEC, la FEMCOM et autres partenaires sociaux du gouvernement, les conclusions et les recommandations du cabinet d'études MENA Finance sur l'audit des structures de prix et les commerces triangulaires. Nous devons respecter la recommandation du chef de l'État consistant à ce que le gouvernement puisse réhabiliter le cadre permanent de concertation économique. Sur cette base, je me suis permis aujourd'hui de venir au siège de la FEC pour présenter les principales conclusions et recommandations du consultant. Ce n'était qu'une simple présentation. Dans les tout prochains jours, nous allons envoyer un calendrier de négociations à la FEC pour que les importateurs dont les activités ont fait l'objet de cette étude viendront rencontrer mon ministère pour que nous puissions faire la relecture des structures de prix des biens de consommation. Grand jour pour le peuple Luba, avec la mise en place du nouveau comité de gestion de cette structure socio-culturelle Baluba Ibukata. Nouveau comité de gestion, nouveau président en la personne du professeur Lengue Massango Marcel. Il a reçu des mains du chef Yves Ngoyi, Kisula Kasongo Wanyembo, tous les symboles du pouvoir Luba. Ce comité a pour mission de protéger la culture et l'unité du peuple Luba de par son histoire. Un sentiment de rassemblement communautaire des Luba du Katanga s'est développé autour de certaines grandes figures Luba du Katanga. L'association du Luba du Katanga se doit de se développer sur tous les plans, mental, intellectuel, économique et social, dans le Katanga et la République démocratique d'aujourd'hui et de demain. République dans laquelle
rendre un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, pour avoir honoré la population du Kasaï occidental, particulièrement celle du territoire de Luiza, par la nomination de 2 de ses fils, en l'occurrence Robert Luyambi Madilou et Michel Mabondani Chora, au grade de général de brigade au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC. Une pierre a ouvert cette cérémonie qui a regroupé tous les ressortissants de Luiza. Présence remarquée des honorables députés, de l'inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo, du représentant du ministre de l'EPSP, du secrétaire général à l'économie et des officiers généraux. Les héros promus, les généraux des brigades Robert Luyambi Madilou et Michel Mabondani Chora, ont, au nom de tous leurs frères et sœurs, remercié le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, pour avoir porté son choix sur leur modeste personne et que ceci est un engagement qu'ils tiendront pour servir la nation et respecter tous les ressortissants de Luiza. La cérémonie grandiose dans l'unité a trouvé de l'espace pour faire valoir la culture. Des défis folkloriques se sont succédés, rivalorisant d'ardeur et de diversité pour démontrer l'unité de la communauté des ressortissants du territoire de Luiza résidant à Kinshasa. Dans la ville-province de Kinshasa, la tradition a été respectée cette année. Les enfants vivant avec handicap et les orphelins des pères et des mères sont ensemble pour la colonie des vacances 2013. C'est sous l'encadrement d'une structure catholique dénommée Accompagnement des malades à domicile, réhabilitation à base communautaire, AMDRAC en sigle. Selon la responsable Madame Astrid Mwanda, cette colonie des vacances qui s'étend du 16 au 26 août permettra à ces enfants identifiés comme groupes vulnérables de s'approprier des droits de l'enfant et particulièrement ceux en situation de handicap. Pendant cette période, les encadreurs vont les aider à se connaître comme personnes à part entière ayant des capacités et des opportunités pour une autoprise en charge responsable en vue d'une intégration sociale réussie. Le coordonnateur du programme intégré pour cette catégorie de personnes au sein de Caritas Kinshasa, le professeur Fulgence Kambembo, parle de cette spécificité. L'objectif spécifique poursuivi par cette colonie de vacances, c'est d'abord l'intégration sociale de tous ces enfants qui ont un handicap quelconque, que nous voulons à tout prix essayer de mettre ensemble pour qu'ils puissent comprendre qu'ils font partie de la composante de la population de Kinshasa ou congolaise, mais c'est beaucoup plus aussi pour développer en eux l'estime de soi. Cérémonie à l'université de Kinshasa. Il s'agit de la réception par les fonds pour la consolidation de la paix, en même temps de la remise des infrastructures sportives de cette université aux bénéficiaires qui sont les étudiants. L'ONG Licodef avait bénéficié d'un financement des fonds pour la consolidation de la paix d'une enveloppe à hauteur de 1 600 000 $ américains pour réhabiliter les infrastructures sportives au sein de la colline inspirée. Il s'agit d'un terrain de football, un terrain de handball, un terrain de tennis, d'une tour cycliste, de la construction de gradins ainsi que des vestiaires. Présents à cette cérémonie, les 2 coordinateurs du FCP ont réceptionné provisoirement de l'ICODEF ces infrastructures en vue d'évaluer les niveaux d'exécution des travaux qui sont arrivés presque à terme, ce avant de les remettre au recteur de cette université. Quelques recommandations ont été formulées par les fonds pour la consolidation de la paix à l'ICODEF pour que les travaux exécutés répondent aux normes et ces corrections doivent être effectuées dans 2 mois. Après la réception de ces infrastructures, le coordinateur adjoint du Fonds pour la consolidation de la paix les a ensuite remises au recteur de l'INIKIN qui, à son tour, a exhorté les comités de gestion à la bonne maintenance. La cérémonie a été sanctionnée par la signature d'un procès verbal entre les 3 parties signataires en attendant la réception définitive qui interviendra le 15 août 2014 prochain.
L'université de Kinshasa s'est engagée dans la voie de la normalisation, à savoir le respect strict de l'année académique. Et c'est en dépit de 2 semaines de retard dû à certaines perturbations, grèves décrétées par différents corps de la communauté universitaire sur fond des revendications d'un meilleur traitement social, poursuite des travaux de réhabilitation et de modernisation des bâtiments, des facultés des sciences, sciences agronomiques, psychologie, pétrole et gaz, a relevé le recteur, le professeur Labana, dans son mot de circonstance. À ces faits s'ajoute la dotation en réactifs des laboratoires des sciences exactes. Il a enfin remercié le président de la République, porteur du projet de la modernité, projet dans lequel le secteur de l'éducation trouve une place de choix. Le secrétaire général académique, le professeur Kanako Goté, a pour sa part présenté le rapport de l'année académique 2012-2013. Au total, 1406 finalistes ont été présentés. Les concours d'admission sont organisés. Il a cependant déploré l'indisponibilité de certains professeurs en raison de leurs activités politiques et autres. En guise de conclusion, il a promis de prendre des mesures sévères. Le représentant des finalistes a lancé un appel aux autorités du pays de pouvoir les utiliser sur le marché de l'emploi. À l'Université pédagogique nationale, UPN, 197 lauréats, toutes facultés confondues, ont été à l'honneur ce samedi 17 août 2013. L'on a noté une grande distinction obtenue par le général de brigade Fiston Malila en relations internationales et une dizaine de distinctions dont celle obtenue en sciences politiques et administratives par un cadre de la RTNC, Jean-Marie Bassilouango. Au niveau du 3e cycle, l'on a enregistré 33 thèses et 35 mémoires de diplômes d'études approfondies soutenues au cours de l'année académique 2012-2013. Autre temps fort de cette cérémonie, la remise d'un prix spécial de la paix au comité de gestion dirigé avec abnégation par le professeur Clémence Kassinga, ce à titre de reconnaissance de la communauté estudiantine aux efforts de pacification menés au sein du campus universitaire de l'UPN. Le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire et recherche scientifique, le conseiller Papi Bokuka Ichoko, s'est apaisanti sur la lutte contre les antivaleurs qui ont élu domicile dans les milieux universitaires. Le recteur intérimaire Clémence Kassinga a quant à lui exhorté les lauréats à faire preuve d'éthique, de déontologie professionnelle et de nationalisme partout où ils seront appelés à servir la nation. Le président national de la Croix-Rouge de la RDC, M. Dominique Lutula Kitoko, a, au cours de cette cérémonie, pris acte des procès-verbaux ayant sanctionné ces élections organisées par les partenaires. Il a prodigué des conseils aux heureux élus en leur disant qu'un chef est souvent critiqué, mais il doit toujours travailler pour l'intérêt général. Le comité provincial de Kinshasa est dirigé par M. Kouyi Sissi Julien, président, Simba, vice-président, Yonga, trésorier et 3 conseillers. Après leur installation, le représentant du ministre provincial de la Santé, Action sociale et Affaires humanitaires a souligné que le gouvernement provincial sera toujours aux côtés du bureau pour l'exécution de ces tâches. Il a demandé aux nouveaux élus de surmonter tous les différends afin de garantir un avenir meilleur aux volontaires secouristes et à la population de Kinshasa. Le président provincial réélu, M. Kouyi Sissi Julien, a remercié les membres de l'Assemblée provinciale pour l'élection du nouveau bureau et a affirmé devoir appliquer rigoureusement le programme tracé par leur résolution. Point de chute de cette cérémonie, remise des brevets aux volontaires secouristes après une formation en déminage. C'était pour toucher personnellement du doigt le degré d'avancement de certains grands chantiers qu'entreprend l'État équatorien ici à la cité capitale que le président de la République, son Excellence Obenguema Mbazor, est monté au créneau hier.
Une visite d'inspection qui lui a conduit tour à tour à l'esplanade portuaire de Malabo en plein chantier, puis au bord de mer, futur joyau architectural d'attractions touristiques haut de gamme d'une longueur de 4 km qui pourrait être le futur cadre par excellence de la traditionnelle grande parade militaire et défilé civil du 12 octobre prochain de la 45e édition de la fête de l'indépendance nationale. Ensuite, le chef de l'État et du gouvernement s'est rendu au siège de la télévision nationale internationale de Guinée équatoriale où il a une fois de plus exprimé son désarroi, son indignation après avoir constaté avec amertume la détérioration, l'abandon et même l'obsolescence de l'immeuble et de son contenu matériel. Le numéro 1 équato-guinéen a prescrit la rigueur et l'abnégation à la société Somagec, maître d'ouvrage du front de mer, afin que cet éminent projet social puisse être livré à temps. C'est par des scènes de liesse en transe et dans une ambiance festive traditionnelle Boubi, hommes, femmes et jeunes de la localité de Moussoula, tous scandant des chants de louanges et d'éloges aussi bien au président de la République qu'au Parti démocratique de Guinée équatoriale pour ce choix porté sur leur fils, leur élite et personnalité ressources, le très honorable Gaudensio Mwabamessou, à qui ils sont venus féliciter et souhaiter tous les meilleurs vœux de succès, de loyauté et de déférence à l'État après avoir été portés au perchoir de la Chambre basse du désormais Parlement bicaméral. Après le même geste de remerciement et de reconnaissance reçu de Moueri, sa localité natale, Gaudensio Mwabamessou a également reçu des siens une multitude de présents qui expriment la profondeur de leur joie et de leur estime au nouvel élu local. À l'image de ce présent, symbolisant la solidarité locale portant haut et ensemble les rênes de l'auguste chambre parlementaire. C'est avec brio et satisfaction que la commission du ministère de l'Agriculture et de la Forêt, conduite par l'inspecteur général des services périphériques, Marcelo Nzema Owono, s'est tournée d'inspection dans tous les champs modernes des différents districts de la région continentale du pays. L'inspecteur général et sa suite ont parcouru tour à tour et minutieusement les travaux champêtres de la localité de Mbouete dans le littoral, Mongom et Teguete dans le centre-sud, Oveng dans la province de Kientem, de Welensas ou encore à Moyos dans le district de Mukomisson. La toile de fond de cette visite étant de toucher du doigt le degré d'avancement des travaux champêtres, l'évolution croissante des cultures et de connaître de près de certaines difficultés et déficiences des cultivateurs dans leur quotidien. Dans la finalité de bousculer l'agriculture rurale en Guinée équatoriale et de moderniser ce secteur en le dotant d'un matériel moderne et des machines pour mener à bien cette activité dans les campagnes. À 72 heures de la célébration de la traditionnelle fête religieuse de Maria Reina le 22 août prochain, la cité touristique de Mbini dans le littoral plante déjà le décor pour un élan festif sans précédent. C'est déjà le branle-bas des préparatifs, une mobilisation tout azimut de la population qui travaille à contre-temps. La course à la montre a commencé. Vaste campagne d'assainissement des voiries publiques et des places publiques, la peinture des cases. Ici, la scène du grand spectacle artistique de la grande veillée musicale est à pied d'œuvre. Les buvettes ne sont pas en reste. Les marchés et les établissements commerciaux font le plein. Les marchands et surtout les commerçants font les emplettes. Les clients font déjà leurs achats pour le grand jour, le jour de tous les excès. Réjouissance publique et familiale. Également, le grand jour pour les escapades amoureuses en bordure de mer dans une ville touristique d'Mbini qui se fait de plus en plus peau neuve et déjà aux allures des grands jours, comme celui du 22 août prochain. D'un camion chargé de bois qui partait de Riaba à Malabo, Zacharias Aboromitui, Fernando Ondondong et Moussa vont perdre leur vie sur le champ suite à un accident routier dû à une défaillance des freins
qui n'ont pas pu obéir aux ordres du conducteur. Et l'engin est allé s'écraser sur un ravin provoquant une bousculade des planches vers les occupants des cabines et c'était l'enfer dans la localité de Woko. Malgré les premiers services sanitaires d'urgence intensifs appliqués aux victimes de leur admission à l'hôpital de Riaba, les 3 des 4 occupants vont perdre la vie à tour de rôle. Les 3 corps qui, par la suite, ont été admis à la morgue de l'hôpital régional en présence du ministre délégué de la Santé et du Bien-être social, Diosdado Vicente Nzemila, des familles des victimes si durement affligées. Sécheresse interminable, inondations, épidémies meurtrières, insécurité alimentaire ou encore conflits armés, les conséquences des changements climatiques sont légion. Malheureusement, les premières victimes sont très souvent les populations des pays dits pauvres où les mécanismes de gestion efficaces de tels phénomènes sont peu adaptés ou simplement inexistants. Une situation qui préoccupe la Fédération internationale de la Croix-Rouge camerounaise qui organise du 21 au 29 août prochain dans la ville de Limbé, au sud-ouest du Cameroun, une formation pratique pour la prévention, la réduction des risques, mais surtout l'amélioration des capacités des sociétés nationales pour la réponse aux catastrophes dans les régions du Sahel, de l'Afrique centrale et occidentale. Nous allons former des gens, des experts qui pourront réagir immédiatement dès qu'une catastrophe se déclare quelque part. Dans les 48 heures, on sera capable de les mobiliser. Et il y aura une partie théorique pendant 3 jours et le reste du temps, ce sont des exercices de terrain pour qu'ils apprennent effectivement toutes les techniques, qu'on les initie à tous les outils qu'ils vont utiliser sur le terrain en cas de catastrophe. Le choix du Cameroun pour abriter cette session de formation n'est pas fortuit. Avec toutes les catastrophes qu'on a vécues au Cameroun ces derniers temps, c'est un terrain propice, surtout pour la partie pratique. Parce que les volontaires qui sont ici, les différents comités départementaux ont participé aux différentes opérations et donc ils maîtrisent certaines choses qu'ils pourront partager avec les différents participants qui seront à cette formation. Ça, c'est le 1. Le 2, le Cameroun abrite la représentation régionale de la fédération. Et c'est nous, cette représentation, qui est hôte de cette formation actuellement. Ça serait plus intéressant qu'on le fasse ici, au lieu d'aller le faire au Congo ou à Brazzaville, surtout que le Cameroun est au centre pratiquement, par rapport au lieu d'origine des différents participants. Issus de 17 pays, les 35 bénéficiaires de cette formation devront, à l'issue du stage, contribuer durablement à la mise en œuvre des missions de la Croix-Rouge. Ces gens que nous sommes en train de former qui reviennent des Croix-Rouges de notre région, en dehors du fait que quand il y aura des urgences, on va les déployer, mais ils vont travailler chez eux, dans les Croix-Rouges de chez eux. Et donc, ils vont contribuer à ce que ces populations-là puissent être préparées. Alors, une population bien préparée réduira considérablement les conséquences d'une catastrophe quand elle va arriver. Forte de 189 membres, la Fédération internationale de la Croix-Rouge est un mouvement qui œuvre dans l'humanitaire. C'est en 1963 qu'elle est reconnue par le gouvernement camerounais. Depuis lors, elle s'est investie en toute impartialité et sans aucune discrimination dans la prévention et l'atténuation des souffrances humaines. Le ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakari, a réuni la presse nationale et internationale vendredi dernier pour communiquer sur un événement majeur qui aura lieu à Yaoundé les jours prochains. Il s'agit du Salon de l'action gouvernementale, 2e édition. Le Salon de l'action gouvernementale se fixe un objectif global, notamment l'apport de la visibilité à l'action des pouvoirs publics par rapport à leur rôle régalien de promotion de l'ensemble des secteurs d'activité du pays. Le Salon de l'action gouvernementale se fixe donc un objectif global, notamment l'apport de la visibilité à l'action des pouvoirs publics par rapport à leur rôle régalien de promotion de l'ensemble des secteurs d'activité de notre pays dans la perspective d'un Cameroun émergent tel que voulu par le chef de l'État, son Excellence M. Kodoué. C'est ceci qui justifie le thème de ce salon, le travail gouvernemental au cœur de l'émergence.
Le SAGO se déroulera sous l'auspice des objectifs spécifiques relatifs au dynamisme du travail gouvernemental, à savoir contribuer à la synergie de l'action des pouvoirs publics, soutenir une action transversale du déploiement gouvernemental. Les organisateurs du Salon de l'action gouvernementale sont des jeunes Camerounais professionnels de la communication. Ces jeunes ont bénéficié dans l'organisation de l'événement de l'appui technique du ministère de la Communication à travers l'encadrement professionnel de quelques experts. Le site de ce grand événement a été retenu. Il s'agit du Palais des Sports de Yaoundé. L'événement se déroulera du 20 au 23 août prochain. Le SAGO 2013, c'est les conférences sectorielles par village, les journées spéciales eau et énergie, TIC, commerce, formation et emploi. Des idées aux actes. C'est dans cette phase de transition que se situent actuellement les résolutions prises lors du colloque sur l'éducation civique et l'intégration nationale survenu au Cameroun du 8 au 10 juillet 2013. Le comité interministériel de mise en œuvre des dites décisions s'est réuni pour une seconde fois ce 16 août 2013 à Yaoundé autour du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Pierre Ismaël Bidounkpat. Il a été question pour chaque sous-comité de présenter la stratégie à travers laquelle la promotion de l'éducation civique et de l'intégration nationale peut être effective à son niveau. Et pour la grande majorité, l'atteinte des objectifs du colloque passe essentiellement par la sensibilisation. Le ministère de l'Enseignement supérieur, par exemple, propose, au-delà de l'insertion de l'éducation civique comme matière dans toutes les filières de l'université, de se déployer à travers une vaste campagne de sensibilisation sur l'hygiène et la salubrité lors de la prochaine rentrée scolaire. Le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, quant à lui, s'engage à travers son programme de célébration des mariages à encourager le civisme au sein de la structure familiale. Cette rencontre a également été l'occasion pour les délégués régionaux de la jeunesse et de l'éducation civique de présenter une cartographie des actes d'incivisme notés dans leur zone géographique, assortie des actions à mener pour lutter contre. Et une fois de plus, la sensibilisation a été présentée comme une arme efficace, une stratégie de lutte qui interpelle le bon sens et la mobilisation de chaque citoyen. Le Cameroun suit la voie de l'éducation de qualité pour tous. Alors que se profile à l'horizon la rentrée scolaire prochaine dans les différents établissements d'enseignement secondaire et primaire, le ministère de l'Éducation de base entend poursuivre la modernisation et l'assainissement du système éducatif, ce à travers la 8e Commission nationale de l'enseignement privé de base qui se tient depuis ce lundi 19 août au Palais des Congrès de Yaoundé. Nous avons pensé qu'il fallait davantage outiller l'enseignement privé pour que ce secteur-là soit plus efficace, plus efficient sur le terrain et que nous-mêmes à notre niveau, que nous puissions voir l'impact des appuis de l'État au secteur privé en termes de qualité effectivement. Il ne s'agit pas de donner l'argent, mais il s'agit de savoir à la fin ce à quoi a servi effectivement cet argent, si c'est bénéfique pour le système. Amorcée en 2006, cette contractualisation de l'enseignement privé de base entre dans sa phase expérimentale. Celle-ci se matérialisera par des subventions financières, mais également des dotations en matériel et équipements didactiques et pédagogiques. Au terme d'une sélection qui se fera sur la base des critères établis par le ministère, 80 établissements primaires privés seront sélectionnés pour cette phase pilote qui démarrera l'année prochaine.